Certains touristes canadiens se prennent d'affection pour une destination soleil comme les Caraïbes. Ils y retournent d'année en année afin de retrouver non seulement le climat tropical, mais aussi une culture, un mode de vie et des amis qu'ils apprécient. C'est le cas d'Anne Lepage, amoureuse de Cuba depuis plusieurs années. Elle y retourne le plus souvent possible. Mais une excursion avec un groupe d'amis cubains fait en sorte que son histoire avec le pays se prolonge de façon tout à fait inattendue et inquiétante. J'ai été souvent à Cuba parce que j'adore plonger. J'adore ça. J'ai été comme 17-18 fois, là, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est très, très beau à plonger à Cuba. Anne Lepage revient à peine d'un voyage de 2 semaines à Cuba en janvier 2008 qu'une nouvelle occasion de repartir au soleil s'offre à elle. Quand Anne est revenue, moi et mon épouse, on s'en allait en voyage au Cuba, fait qu'Anne a décidé de revenir avec nous. Nous autres, on l'agaçait, on disait, ben viens faire notre tour guide. Elle pourrait nous montrer les belles choses qu'elle avait apprises dans ses voyages du passé. Dans les Grandes Antilles, il y a Cuba, l'île d'Hispaniola et évidemment quelques autres, là, la Jamaïque, entre autres, et Puerto Rico. Et Cuba, c'est la plus grande île dans les Caraïbes. Cuba est une des destinations les plus visitées par les Québécois. On peut estimer qu'il y aurait 400 000 Québécois qui y vont au cours des 3 dernières années. Ça doit être la moyenne, 400 000 Québécois. Quand on est arrivé à Varadero, on a embarqué dans l'autobus, on était à notre hôtel qui s'appelait Oasis Varadero 1920. Un hôtel de 4 étoiles, très, très grosse, très beau. C'était formidable, la bouffe était bonne, c'était très, très beau. Varadero, en fait, c'est une péninsule d'une 20aine de kilomètres et c'est des hôtels sur tous les 20 kilomètres. Donc, évidemment, du sable blanc, l'eau turquoise cristalline, c'est comme être dans une piscine. C'est la destination touristique la plus importante, la plus développée à Cuba. Donc, c'est celle, effectivement, souvent, pour les gens qui recherchent un peu plus une vie animée, qui est la plus intéressante. Au cours de la semaine de vacances, Michel Lepage et sa conjointe décident de partir en excursion dans les montagnes à partir de la ville de Trinidad. Pendant que mon frère était parti avec sa femme pour les 2 jours, j'ai téléphoné à des amis cubains aussi qui étaient dans la région. Afin de se donner un peu de liberté dans ses déplacements, Anne Lepage décide de louer une voiture. Une fois que mon frère et sa femme reviennent de leur tour de 2 jours, on va pouvoir aller visiter la Havane. C'était un kiosque pour louer des autos. Et puis, la personne ne parlait pas en tout l'anglais ou le français. C'est un de mes amis qui est descendu. Au fil de ses nombreux voyages, Anne Lepage a noué quelques amitiés avec des Cubains, dont Nilo, rencontré lors du voyage de janvier 2008. Lui, il a parlé au monsieur, puis il a dit que je voulais l'avoir pour 3 jours. Puis c'était un meilleur rabais 3 jours. Je dis, bien, parfait, c'est ça que je voulais avoir. C'est facile de louer une automobile à Varadero pour pouvoir s'évader, aller dans la campagne, sortir, aller à Cardenas, Matanzas, aller faire de la plongée. Il ne faut pas penser qu'on va louer une vieille américaine. Les vieilles américaines ne sont pas pour des locations. Ce sont des autos qui ont sans doute pas plus de 5 ans, peut-être un peu plus, oui, mais ce sont des autos uniquement européennes ou coréennes. Le 12 janvier 2008, Anne Lepage part en voiture de Varadero en direction du village de Colón, où elle doit rencontrer la famille de Nilo. Conduire à Cuba, c'est pas comme conduire ici. D'une part, la densité de la circulation automobile est bien inférieure, ça va de soi. Par contre,
On retrouve de tout sur les routes cubaines. On trouve des charrettes tirées par des bœufs, on retrouve des chevaux tirant une carriole, on trouve des véhicules très antiques qui se promènent à une vitesse très réduite, des camions de tous les âges. Cuba est un musée sur roue, ça c'est clair. Les routes dans les villes principales sont quand même assez belles. Mais les routes de campagne, là, je dirais d'éviter de prendre les routes de campagne. Cuba a un réseau routier de 50 000 km, dont le tiers est en asphalte, mais il y a à Cuba une autoroute qui est à 2 voies. Il y a une grande autoroute, celle entre La Havane et Varadero, qui est la Via Blanca, qui est à 4 voies. Et on trouve la route centrale. C'est une route à 2 voies avec d'une largeur de 6,30 mètres, qui a été construite entre 1929 et 1931, et qui a été entretenue plus ou moins bien, et par conséquent qui comporte nombre de nids de poules, parfois aussi des nids d'autruches, tellement le trou peut être grand. C'est une route où il faut circuler avec énormément de prudence parce qu'il y a des obstacles. Les routes étaient horribles, là. J'étais un peu inquiète. Anne Lepage ne se sent pas rassurée de rouler sur une route aussi chaoteuse. Comme Nilo lui offre de prendre le volant, elle accepte sans trop d'hésitation. Il m'avait dit qu'il y avait une licence pour conduire, puis il y avait une moto, puis une auto. J'ai donné la roue. Il conduisait très bien, vraiment. Il n'y avait pas de problème. On l'a passé comme toute la journée. On a arrêté visiter sa sœur à son travail. Ensuite, on a été voir son frère avec sa femme. Puis sa femme, elle avait un beau petit bébé de 4 mois. Puis ensuite, c'était rendu le soir. On était chercher à souper avec l'auto. C'est lui qui conduisait encore. J'étais le passager en avant. Sa belle-sœur était en arrière de moi. Son mari était au centre, puis un autre ami il était en arrière de Nilo, le conducteur. On a mangé, pas de boisson, rien. Et puis là, on l'a embarqué le soir dans l'auto, puis on a décidé d'aller dans la ville de Matanzas. Je dirais c'était à peu près 3 heures pour conduire. Quand on est parti de Colón, il faisait noir, c'était 9 heures le soir, il n'y a pas de lumière, c'était des routes de campagne, là, de Colón à Matanzas. Conduire de nuit est encore plus dangereux parce qu'il n'y a aucun éclairage. On ne voit pas les obstacles sur la route. On était peut-être, je dirais, 30 minutes qu'on avait parti. C'était encore dans la campagne crue, qu'il n'y a pas de lumière sur le bord, faisait très noir. C'est dur à voir, c'est une petite auto en plus. Ça, c'était peur, hein, les routes de campagne. Nilo poursuit sa route tant bien que mal. Mais à un moment donné, une fausse manœuvre le fait dévier. La voiture déborde de la route et s'engage sur l'accotement beaucoup plus bas que l'asphalte. Il a perdu le contrôle de l'auto, il tournait le volant, puis il y avait de la misère. À force, ça avait donné un gros coup. Tout s'est fait rapidement, que je me rappelle pas d'entendre rien ou de voir rien, jusqu'à temps que l'auto est arrêtée. C'est là que la panique est rentrée. L'auto était sur le côté. La porte du conducteur était par terre, puis moi, j'ai tombé comme dans le siège du conducteur. Ne portant aucune ceinture de sécurité, Nilo, sa belle-sœur et le passager à l'arrière ont été éjectés de la voiture au moment de l'impact. Là, moi, je regardais alentour, puis je dis, mon Dieu, il faut que je sorte d'ici. L'auto marche, puis je voyais le poteau de téléphone, le fil, il pendait, puis il y avait comme des éclatants, comme ça va éclater, l'auto va éclater. Ça, j'ai décidé d'essayer de sortir de l'auto. J'ai essayé ma porte, elle était assez pliée, je ne pouvais pas sortir de ma porte. Anne doit sortir de la voiture le plus rapidement possible, car elle craint un risque d'explosion et d'incendie. Anne Lepage, en compagnie d'amis cubains, se dirige vers Matanzas en voiture. Brusquement, une fausse manœuvre du chauffeur entraîne la voiture dans une série de tonneaux. Une fois le choc passé, Anne réalise que la voiture est couchée sur le côté et que de la fumée s'échappe du moteur, lui laissant que peu de temps pour sortir.
Je peux pas dire combien de tonneaux qu'on a fait, mais on a roulé 70 mètres jusqu'à temps qu'on frappe le poteau de téléphone. J'ai sorti d'un petit trou qu'il y avait en arrière de l'auto. Là, j'ai crié à Nilo. Là, j'ai dit, ton frère est inconscient dans l'auto. Il était à l'auto, puis il a donné une claque dans le visage, il l'a réveillé, on l'a sorti de l'auto. Après avoir éteint le moteur, Anne monte jusqu'à la route à la demande de Nilo. J'ai arrêté un auto qui s'en venait. Une personne comme nous, là, je l'ai arrêté, puis là, il est venu voir, il a vu l'accident. Il dit, je vais retourner dans le village de Colomb et je vais appeler l'ambulance. On a trouvé sa femme, à son frère, couchée à côté de l'auto. La belle-sœur à Nilo était décédée. Là, j'ai parti à pleurer. Je pleurais comme une folle parce que savoir qu'elle avait un petit bébé de 4 mois, là, c'était pas mal difficile. Les secours arrivent rapidement, mais il est malheureusement trop tard. Ils ont enlevé la couverte pour me montrer qu'elle était vraiment décédée, puis j'avais tellement de la misère à penser à ça que je me sentais responsable de la mort de cette femme-ci et puis que son bébé de 4 mois qui était pour être seul. L'ami de Nilo, lui aussi, était décédé. Il l'avait trouvé 7 mètres plus loin de l'auto. Puis il était décédé là, sur l'impact. J'avais tellement peur, c'était comme un vrai cauchemar. Je savais pas qu'est-ce qui était pour arriver avec tout ça. Je veux dire, l'auto, c'est moi qui l'ai loué, c'est moi qui étais responsable. Il faut bien connaître les personnes qui vont conduire le véhicule qu'on loue parce que c'est le locataire qui est responsable et du véhicule et des passagers qui montent dans son véhicule. Avant que les policiers arrivent, Nilo il est venu me voir puis il me dit « Dis à la police que c'est toi qui conduisais pour l'assurance sur l'auto. » Quand la police est arrivée, il me parlait en espagnol puis je comprenais pas. La police, elle me demande c'est toi qui conduisais, je comprenais rien. Les nerfs, puis en plus, ces slangs, là, les Cubains, je comprenais rien. C'est là que Nilo, il était venu voir la police, puis il a dit que c'est moi qui conduisais, sans que je le sache. Ensuite, la police, elle m'a demandé pour mon passeport. Les blessés sont emmenés à l'hôpital de Matanzas, où sont prodigués les premiers soins. Par chance, Anne Lepage n'a aucune blessure. On procède également à des prises de sang afin d'établir le niveau d'alcoolémie. J'avais rien. J'avais une coupe de coupure sur mes poignets ici, mais pas assez pour mettre des points. Le médecin est rentré et puis je lui ai dit que je voulais m'en aller à mon hôtel. Là, le médecin il a dit « Faut que tu signes un document disant qu'on n'est pas responsable. » J'ai dit « Pas de problème, j'ai aucun mal, j'ai pas de problème. » J'ai signé le document. Là, j'ai payé ma facture de l'hôpital. J'ai pogné un taxi. J'ai monté dans ma chambre, je m'ai déshabillée, pris ma douche, puis je m'ai couchée dans mon lit. Un vrai cauchemar. Comment je vais expliquer ça à mon frère? J'avais un peu peur. Mon frère est très gentil, là, mais c'est comment est-ce que tu comptes ça, le désastre que je m'ai rentré dedans? J'ai décidé d'écrire une note à mon frère. Il n'était pas arrivé encore. Ça, j'ai écrit une petite note sur un papier. Je l'ai glissée en dessous de sa porte de chambre.
À notre retour à l'hôtel, on avait une note sur notre porte de Anne qui nous disait de venir la voir à sa chambre. Quelqu'un qui a cogné à ma porte, j'ai ouvert, c'était mon frère et sa femme. Tout excité de me conter leurs 2 séjours qu'ils ont passés. Puis ma belle-sœur, elle parlait. Puis tout d'un coup, mon frère me regarde, il dit, il me connaît tellement, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Là, j'ai parti à pleurer. Puis là, ben, qu'est-ce qui avait arrivé dans les derniers 2 jours de notre départ des montagnes. J'étais pas mal inquiète qu'il avait gardé son passeport. Puis là, ben, nous autres, on partait dans une couple de jours pour s'en revenir au Canada. Le lendemain, Anne et Michel Lepage se rendent au consulat canadien dans l'espoir d'y trouver un peu d'aide et surtout un peu d'informations sur la marche à suivre. Étonnamment, la consul est déjà au courant de la situation d'Anne. Elle me demande, c'est qui conduisait? Elle dit, là, je veux que tu me dises la vérité. Puis je l'ai regardé, je dis, ben c'est pas moi. J'ai dit, c'était Nilo qui conduisait. Ah, elle dit, OK. Elle dit, là, t'as moins de problèmes, mais elle dit, tu t'en vas pas demain. À Cuba, quand il y a une personne qui décède dans un accident de voiture, bon, bien, la personne qui conduit est responsable à payer pour les enfants de la personne qui est décédée jusqu'à temps qu'il soit majeur. De là, elle dit, là, il faut que tu ailles à la station de police à Jovellanos, qui était près de Colomb, où l'accident est arrivé, donner une déclaration. Le 15 février 2008, 3 jours après l'accident, Anne et Michel Lepage se rendent au poste de police de Jovellanos. Les déclarations faites, Anne se rend compte que Nilo n'a pas dit toute la vérité. En effet, non seulement il a demandé à Anne de le couvrir en disant qu'il était au volant, mais il lui a menti sur son permis de conduire. Il n'en possède pas. Face aux déclarations contradictoires, le policier doit prendre des empreintes digitales et des échantillons de sang afin d'établir le groupe sanguin de Nilo et d'Anne. Ils ont dit qu'ils vont aller prendre du sang qu'ils ont trouvé sur le bord du conducteur. Il n'avait pas aucun sang sur le côté du passager, mais beaucoup sur le bord du conducteur. Moi, je voulais voir l'auto, qu'est-ce qu'il y avait de l'air. Je ne m'en rappelais pas de l'accident avec la panique. Quand on est sorti dans la cour de la station de police, c'était horrible. Anne est très chanceuse de ne pas avoir été trop blessée ou d'être vivante plus dans cet accident-là parce que l'auto était toute écrasée. Moi, j'avais de la misère à regarder la voiture aussi. À ce point-là, j'ai devenu pas mal émotionnelle. Encore, je pensais à la pauvre femme qui est décédée. Là. Ça m'a tellement fait du mal à cause qu'elle avait un petit enfant de 4 mois. Là. Ils ont trouvé des cheveux sur le bord du passager. Anne, elle a des grands cheveux, fait que ça lui disait une bonne idée que c'était pas elle qui chauffait. J'ai dit au policier, je dis, écoute, regarde le siège, je suis pas grande à comparer à Nilo. Regarde le siège dans l'auto, il est reculé très loin. J'ai dit, je peux pas toucher les pédales, puis il y a personne qui a eu le temps de reculer le siège. Ils ont pris des photos de ça, puis encore le policier, il dit, tu sais, déjà, on a assez de preuves de montrer que c'est vraiment pas toi qui conduisais, mais il faut suivre les lois de Cuba. C'était ça qui était le plus important aussi, de trouver plusieurs preuves pour prouver mon innocence. Là, ils ont dit qu'ils étaient pour envoyer le test de sang pour faire analyser. Là, j'ai demandé à la police à peu près combien de temps que c'était pour prendre avant. Et il dit entre 1 semaine et 2 semaines. Je savais pas combien longtemps je serais pour être là. J'ai dit au policier, j'ai dit, j'ai besoin de mon passeport pour aller chercher de l'argent à la Banque internationale. Quand le policier m'a donné mon passeport, il dit, t'es saisi, tu peux pas sortir du pays. Mon frère puis sa femme, c'était leur départ. Ils s'en allaient à l'aéroport. Ça, c'est très dur. À ce point-là, il fallait que je dise au revoir à mon frère. C'était la partie la plus dure de... Je pensais jamais de passer à travers de ça, dire au revoir. Mon frère s'est pris dans mes bras.
Puis il me connaissait sans savoir quand j'étais pour le revoir. Mon frère est parti pour revenir au Canada. J'avais aucune idée comment longtemps j'étais pour être là. Après avoir été impliquée dans un accident de voiture, Anne Lepage doit maintenant se défendre contre la justice cubaine dans une langue qu'elle ne maîtrise pas. Elle se retrouve seule, captive à Cuba. Elle est forcée à réorganiser sa vie à Varadero sans argent, dans l'espoir que les procédures judiciaires ne s'éternisent pas. À ce point-là, je pensais de rester 2 semaines à 3 semaines. Je me disais, je vais m'en sortir, ça sera pas long, je vais m'en retourner au Canada, dans ma vie normale, à mon salon de coiffure, servir mes clients. Je peux dire, j'étais pas sur la panique, là, mais c'est comme j'essayais de m'organiser. Que oui, j'avais tout expliqué à mon frère, les clés de ma maison, j'y avais donné tous les contacts de ma banque. Je savais que ma famille était pour m'aider. Ils sont tellement bons pour moi. On s'aide un l'autre. Je savais qu'ils étaient pour prendre soin de mes factures. Anne doit trouver à se loger à bon prix. Elle ne peut se permettre de continuer à payer un hôtel tout inclus situé au bord de la mer. J'avais eu de l'information pour un hôtel qui était pas cher, qui s'appelle Hôtel d'Escuela Turquino. C'est une école hôtelière qui relève d'un autre hôtel qui s'appelle Hôtel Mar del Sur. Et le personnel qui s'occupe de cet hôtel apprend son métier. Par conséquent, c'est une des raisons aussi pourquoi le logement dans cet hôtel est moins coûteux, parce que les touristes sont un peu des cobayes. Il n'y avait rien d'inclus. J'avais ma chambre qui était au 3e étage. Ensuite, un lit, puis une petite cuisine, mais il n'y avait pas de fourneau. Il y avait juste un petit frigidaire à beurre, comme qu'on dirait, là. J'avais seulement ça dans ma chambre. Il y avait la chambre de bain. C'était un hôtel du genre une étoile. C'était propre. Le personnel était bien, mais il n'y avait aucun luxe. Et ça coûtait vraiment pas cher. Il fallait que je trouve comment me faire à manger parce que je ne voulais pas payer non plus tous les jours aller manger au restaurant, même si c'est pas cher. C'est pas facile à Cuba. Il n'y a pas des gros marchés que tu vas acheter tout ce qu'on a besoin. Il faut que tu cherches des alentours. Tel magasin a telle chose, un autre magasin a telle chose. Les Cubains ont des coupons de rationnement. Ils ont donc leur magasin de rationnement où on doit aller pour avoir, ils ont tant de kilos ou de grammes de chaque aliment. La libreta est un petit carnet qu'on remet à chaque ménage en début d'année et qui permettra à ce ménage de se présenter dans une boutique gouvernementale pour retirer des biens tels que des pâtes alimentaires, des œufs, du sucre. En raison du caractère fortement subventionné des articles disponibles à la libreta, on ne peut pas offrir le carnet de rationnement à un étranger. Donc, l'étranger qui vient à Cuba peut acheter des biens au marché libre. Nous autres, on y envoyait de l'argent ou on faisait sûr qu'elle avait de l'argent toujours. Le fait qu'elle n'avait pas de revenus à Cuba et qu'elle dépendait strictement des transferts d'argent. Ça, c'est sûrement une réalité qui a été extrêmement angoissante pour elle, ça, j'en doute pas. Le temps a passé. Ça faisait 2 semaines que j'étais à Cuba. Finalement, la police, elle a appelé puis elle a dit que le résultat de test était arrivé. Moi puis Nilo, le conducteur, on avait le même groupe sanguin. Il
fallait envoyer un autre test de sang pour un ADN. J'ai demandé, j'ai dit, combien de temps à peu près que ça peut prendre? Il dit, à peu près 1 mois, mais pas plus qu'1 mois. En désespoir de cause, Anne Lepage décide de consulter une avocate de Varadero qui lui suggère de commencer par payer les réparations de la voiture. L'avocate, elle me dit, elle dit, va payer pour l'auto. Elle dit, c'est toi qui es responsable parce que c'est toi qui l'avais loué. Va payer pour l'auto qui était 5 000 quelque chose. Peut-être là, ils vont te laisser partir aussi plus vite. Après, je pense que c'était 2 mois ou 2 mois et demi à peu près, là, encore, on n'avait pas de résultat. Bien là, j'étais comme fâchée. J'ai dit, là, il faut faire quelque chose. Consulat canadien, j'ai été la voir. Elle a appelé l'ambassadeur canadien qui était à La Havane, à Cuba. Elle a demandé s'il y a quelque chose qu'il pouvait faire pour voir qu'est-ce qui se passait. Lui, il a écrit une lettre, ça s'appelle le Mirex, à Cuba, pour savoir s'il pouvait avoir des résultats plus vite, parce que j'étais canadienne. Le gouvernement canadien nous disait de ne pas amener ça aux médias parce qu'ils ne voulaient pas choquer, en autres mots, les Cubains, parce que si on les choquait, ils pourraient fermer la porte puis nous oublier. Puis là, on n'aurait pas de réponse d'eux autres. Fait que ça nous faisait peur un petit peu. C'est pour ça qu'on disait rien. Il faut bien reconnaître que le gouvernement canadien actuellement en fait encore moins que dans le passé, à savoir bien représenter ses citoyens et s'assurer que le droit est respecté. Il faut que le gouvernement canadien respecte, dans le cas d'un État de droit qui est son vis-à-vis, la procédure du pays où son citoyen est visé par des poursuites. Après une couple de semaines, il y a eu une réponse disant « Si vous ne lâchez pas de nous pousser, on va la mettre en prison. » À ce point-là, j'ai dit « Tu sais, j'ai une belle vie, là, je suis pas en prison. Je ne veux pas aller en prison. » J'étais découragée, j'étais tannée d'être là. La vie cubaine n'est pas la même que la vie canadienne. Anne voulait rentrer, c'est sûr, parce qu'elle se sentait prise et démunie là-bas. Il n'y avait pas beaucoup d'aide. C'est pas comme ici. À Ottawa, si t'as rien à manger, il y a des ressources. Il y a des banques alimentaires. À Cuba, il n'y a pas de ressources. Si t'as pas de nourriture, tu manges pas. Point. Il lui manquait de tout. Il n'y avait pas de laveuse. Il n'y avait même pas des produits de base pour l'hygiène personnelle. J'étais tannée, là. Je voulais m'en aller au Canada, chez nous, chez moi, faire mes choses, récupérer mon travail. J'étais tannée. Au cours de son séjour, Anne Lepage décide de tenter le tout pour le tout. Elle se dit qu'elle n'a rien à perdre et planifie sa fuite de l'île de Cuba. J'ai été à l'aéroport, rendue à l'aéroport, j'ai été pogné mon billet de vol. J'ai payé pour. C'était 325 $, si je ne me trompe pas. Là, j'ai été payé mes taxes de départ. Là, j'ai traversé, j'ai été à l'immigration. Puis là, les nerfs m'ont pogné. D'un coup, ils savent que je suis pris là, puis j'essaie de me sauver, qu'ils vont me mettre en prison. J'avais tellement peur d'aller dans la prison. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs de la prison. Je sais pas si c'est vrai ou non, mais ils disent que t'as pas de matelas, t'as juste une plaque de métal, pas de couvercle, pas d'oreiller, t'as du riz, de l'eau puis du pain, comme manger, déjeuner, dîner, souper. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver dans une prison. J'avais tellement peur. Tout le temps, j'étais là, sans savoir qu'est-ce qui était pour sortir de tout ça. Anne Lepage est retenue à Varadero par la justice cubaine depuis maintenant près de 3 mois. L'attente est longue. Difficile pour cette femme qui se sent prise au piège.
Elle décide donc de tenter le tout pour le tout et de fuir l'île de Cuba malgré l'interdiction des autorités judiciaires. Les espoirs d'Anne Lepage sont vite déçus lorsqu'après avoir vérifié le passeport de la Canadienne, le douanier en poste se méfie. Là, j'avais tellement peur. Là. Il dit, OK, viens, il me fait ça. Il me parlait en espagnol, mais il me fait signe comme ça. Il me dit, viens avec moi. Puis ils me font m'asseoir en dehors de l'immigration. Ils me font m'asseoir. Là, ils ont parti pour 1 heure de temps. Puis là, ils ont revenu. Puis là, il était voir la représentante de la compagnie que j'avais acheté mon vol avec. Puis on dit, donne-y son argent parce qu'elle ne peut pas partir. À la mi-juillet, 6 mois après l'accident, Anne Lepage est toujours à Varadero. La justice cubaine prend son temps et les mois d'été annoncent des procédures au ralenti. La visite d'un ami va l'aider à garder le moral. J'avais des vacances devant moi, alors j'ai décidé d'aller la voir. Je connaissais déjà Cuba. Avant de partir, des amis m'ont donné un peu d'argent pour elle. Des livres, toutes sortes de choses qu'elle avait besoin. Des choses qu'elle m'avait demandé d'apporter, parce qu'elle n'était pas capable d'en trouver là-bas. C'était pas facile pour elle. Elle perdait du poids, elle était nerveuse, préoccupée par tout ce qui lui arrivait. J'ai eu beaucoup de cauchemars à revenir à l'accident. Je me sentais coupable d'avoir les 2 décédés, et surtout la femme qui avait juste un petit bébé de 4 mois, il n'a jamais connu sa mère. L'autre, il avait 2 enfants, un de 18 ans puis de 16 ans. J'ai eu des cauchemars, je dirais, pour un bon 3 mois. Pas tous les soirs, là, mais plusieurs fois. Je me réveillais en pleurant ou en sursaut aussi parce que je me pensais encore dans l'auto. Ça faisait peur de la voir. Elle pouvait se réveiller en criant, en pleurant. Je voulais l'aider, mais elle me disait de la laisser tranquille parce qu'elle savait qu'elle devait régler ses problèmes toute seule. Elle savait qu'à un moment donné, j'allais repartir et que là, elle se retrouverait encore toute seule face à ses problèmes. Bye, Mary. Have a safe trip home. Give a big kiss to Anne était pas mal triste, parce qu'on n'avançait pas, puis c'était décourageant pour elle, puis pour nous autres aussi. En septembre 2008, quelques 8 mois plus tard, Anne Lepage reçoit enfin les résultats des tests d'ADN qui prouvent qu'elle n'était pas au volant de la voiture au moment de l'accident. Le policier me disait toujours qu'après que les résultats d'ADN, on va avoir assez de preuves que c'est pas toi qui conduisais, on va te laisser partir. Le répit est de courte durée, car le policier ajoute que les procédures judiciaires ne sont malheureusement pas terminées. Le chef d'accusation contre Anne Lepage est modifié. À cause que j'ai laissé quelqu'un conduire pas de permis, il fallait que j'aille en cours, puis je pouvais faire 1 an et demi à 3 ans de prison. Dans une situation, elle se libérait parce que c'est pas elle qui conduisait le véhicule. Mais dans l'autre situation, elle s'imputait la responsabilité parce qu'elle avait passé le volant à quelqu'un qui n'aurait jamais dû conduire pour 2 raisons. Parce qu'il n'avait pas un permis correspondant au type de véhicule et deuxièmement, parce qu'il n'apparaissait pas au contrat de location. Il faisait monter nos espoirs, puis là, ça retombait. C'était toujours de même. C'était comme un roller coaster. C'était toujours... ça montait, puis ça descendait, puis c'était dur. C'était dur sur toutes nous autres, mais c'était dur sur Anne parce qu'elle était prise là. Je m'ai embarrée dans ma chambre. Je ne voulais plus voir personne pour 3-4 jours. Là. Le monde cognait à ma porte. Je répondais pas. Je voulais rien savoir. Madame Lepage a été, en quelque sorte, soumise en tant que touriste à un droit cubain et qui n'a pas été pensé pour les touristes, ce qui fait que, par exemple, toute la question de retenir un suspect étranger, même quand il n'est pas reconnu coupable,
Pendant toute la période de procédure, l'enquête, le procès qui peut en émerger, on n'a pas pensé développer une pratique qui tiendrait compte de la situation très particulière des étrangers qui connaîtraient un accident de ce genre pendant leur séjour à Cuba. Anne consulte son avocate afin que celle-ci puisse l'appuyer dans les multiples procédures légales à venir. Elle me dit, inquiète-toi pas, je vais avoir aucune de ces choses-là. Elle dit, je vais essayer de te faire jeter en dehors du Cuba. Elle dit, tu peux avoir peut-être une amende, mais elle dit, je vais essayer de te faire jeter en dehors du Cuba. De cette manière-là, tu vas être parti chez toi au Canada. Tandis qu'Anne Lepage attend avec impatience son procès, la nature se déchaîne. Comme s'il était possible de rendre son séjour sur l'île de Cuba encore plus difficile. Le 8 septembre 2008, l'ouragan Ike, de catégorie 4, balaie tout sur son passage. À minuit et demi, je m'ai réveillée. La porte de patio, ma fenêtre, elle en branlait. J'avais tellement peur. J'ai pris la couverte dessus mon lit, puis un oreiller, puis j'ai été me coucher dans la salle de bain qui était toute en mur de ciment. Il n'y avait pas de châssis. Je me sentais un peu sauf, mais j'attendais les palmiers craquer, cassés en deux. C'était un désastre. Je dirais même après, c'était pareil comme l'automne ici. Ils n'ont pas d'automne, eux autres, à Cuba. Ils ne perdent pas leurs feuilles comme ici au Canada. Mais à cause des vents étaient assez forts et assez froids, il n'y avait plus de feuilles, ces arbres. Ils avaient perdu tous leurs légumes, les fruits. Il n'y avait rien pour au-dessus d'un mois. Là, on ne trouvait pas de légumes ni de fruits, puis même de la viande. Dans les grosseries, ils n'ont pas de génératrice pour garder les réfrigérateurs, les congélateurs allés. Ils avaient tout perdu. C'était comme très difficile pour... je dirais un mois, j'ai vécu du macaroni puis du pain. Finalement, le 11 novembre 2008, 9 mois après l'accident de voiture, Anne est enfin citée à comparaître en cour. Il y a une hiérarchie de tribunaux, depuis les tribunaux municipaux, les tribunaux provinciaux, les tribunaux nationaux, la Cour suprême comme ici. Et la principale différence, c'est que ces tribunaux ont le qualificatif populaire. Et ça entraîne une présence fort surprenante de juges qui ne sont pas des juristes professionnels, qui sont des gens qui ont été choisis dans les milieux de travail parce qu'ils ont une attitude morale impeccable pour siéger avec des juges professionnels, y compris à la Cour suprême. Donc, il y a vraiment un effort pensé par l'État cubain pour que la population ait des représentants de son niveau dans les différents tribunaux. Premièrement, ils ont parlé à Nilo. Ils ont posé une couple de questions parce qu'il avait changé encore sa déclaration. Il disait qu'il ne se rappelait plus qui ce qu'il conduisait. C'était pas moi, c'était pas lui. On est rentré en cours. J'ai lu ma déclaration en anglais. Mon traducteur il a traduit la déclaration en espagnol. Anne Lepage s'en remet à la justice cubaine. Elle doit attendre 10 jours avant que le procureur ne rende sa décision. Retenue à Cuba depuis près d'1 an, Anne Lepage se défend contre d'interminables procédures judiciaires. Elle attend avec impatience la décision du procureur qui pourrait lui valoir de graves conséquences si elle est trouvée coupable. Pendant ce temps, au Canada, des forces se mobilisent afin de trouver un moyen qui permettrait à Anne Lepage de rentrer au pays. Anne avait peur de se retrouver en prison, parce qu'on s'entend qu'à Cuba, c'est loin d'être une place agréable. Le 10 décembre 2008, Anne Lepage est convoquée au bureau du procureur de Jovellanos. Anne apprend qu'elle est innocentée et que Nilo est reconnu coupable. Malgré la bonne nouvelle, de nouveaux délais sont imposés à la Canadienne. En effet, Nilo peut faire appel et demander un nouveau procès qui ne pourra se tenir avant 8 mois. J'étais tellement découragée, j'étais tellement proche d'être capable de partir, puis tout d'un coup, c'est comme... Wow! Encore un autre 8 mois d'attente. J'étais en train de perdre ma compagnie de coiffure que j'avais pour 23 ans. Je vais peut-être perdre ma maison, à devoir tout cet argent-là à ma famille. J'étais tellement découragée, puis tannée, comme... Puis lui, je veux dire, monsieur qui est coupable, Nilo, lui se promène, continue sa vie dans son pays.
C'est à ce point-là que mon frère il a fait ses démarches du Canada. Il a dit qu'il était pour appeler les députés de notre région. Il était pour contacter l'ambassade canadienne, l'ambassade cubaine à Ottawa. Je les avais contactés avant, les membres de Parlement. Bien, là, il y avait une couple qui m'aidait. Il avait contacté les affaires étrangères à Ottawa. Fait que là, ça m'aidait parce que ça brossait les affaires un petit peu plus, tu sais. Mon frère m'a envoyé un courriel, puis il me dit « Appelle-moi, c'est important ». Il m'expliquait qu'est-ce qu'il avait dit à l'ambassade canadienne-cubaine. Dans 2 semaines, si moi, j'étais pas retournée au Canada, qu'il y avait plan B puis plan C. Puis il n'avait pas dit à personne c'était quoi ces plans B puis plan C. Il avait juste dit « J'ai plan B puis plan C, puis si elle n'est pas revenue, vous allez voir, ça va être quoi mes plans. » J'ai eu un appel de mon avocate, puis elle dit « Anne, va-t'en. » Ça presse, puis là, j'ai pas mon papier encore de la police pour que je peux prouver ça à l'immigration. Elle dit « Peu importe, va-t'en. » Puis elle dit « Pars aujourd'hui. Peu importe dans quelle province tu t'en vas au Canada. » Elle dit « Faut que tu t'en ailles aujourd'hui. » J'embarque dans le taxi, j'arrive à l'aéroport. J'ai été à immigration, puis là, j'y ai dit, puis là, qu'est-ce qui se passait, que j'avais pas le papier, puis lui, il était tout au courant. Il dit, pas de problème, il dit, va chercher ton vol, puis il dit, une fois que tu as pogné ton vol, reviens me voir ici. Finalement, Anne Lepage réussit à se trouver une place à bord d'un avion pour Ottawa le 6 février 2009. J'ai embarqué dans l'avion, puis je m'ai assis dans mon siège, puis j'avais tellement honte. Encore, j'étais excitée quand on était dans les airs, j'étais excitée, mais c'est quand on a frappé la terre à Ottawa, c'est comme « wow, je suis vraiment à la maison ». Quand que j'ai sorti de les portes, à voir ma famille, c'était tellement dur à les voir sans savoir. C'est comme recommencer ta vie. Vraiment à nouveau, la peur, sans savoir qu'est-ce qui m'attendait aussi. Quand on arrivait à Ottawa, c'était très... on était bien contents. On était toute la famille. C'était pas mal émotionnel pour tout le monde. Puis, on était contents qu'elle était arrivée à la maison, puis elle était safe. Elle avait perdu du poids, puis pas qu'elle était grosse d'avance, mais elle avait perdu du poids, puis tu vois qu'elle était fatiguée. Là, ça l'avait stressé beaucoup d'être pris là-bas, puis... J'étais soulagée, mais je dirais que je pense que ça a plus frappé le lendemain. Comme c'était encore le choc, dur à croire que j'étais rendue au Canada, chez moi, avec ma famille. Le lendemain, c'était comme, OK, je suis vraiment ici, là, c'est... Wow, là, j'étais heureuse. Anne est vraiment une personne solide, capable de passer à travers des situations difficiles. Mais je sais que tous ces problèmes d'argent la stressaient beaucoup. Elle savait pas où elle allait vivre, comment elle allait vivre. Elle avait perdu toute sa clientèle, perdu son salon de coiffure. Elle avait perdu 1 an de sa vie. Ça m'a coûté tellement cher, payer la voiture là-bas, l'avocate, l'hôtel. Ma famille payait mes factures ici, ma maison. C'était comme 55 000 environ que je devais, là. On lui a dit, bien, presse-toi pas de nous repayer, tu sais, comme, prends ça, là, puis qu'on commence à vivre, replace-toi, puis, tu sais, on figurera ça plus tard. Mais elle, ça l'achalait, ça, c'est une personne de même, Anne, qu'elle aime toutes ces choses, bien pris soin, puis, fait que là, c'est là, elle a décidé de vendre sa maison, puis, pour nous repayer, puis, là, elle a déménagé dans un appartement. J'adore voyager. Je continue à voyager aujourd'hui, mais la journée avant de mon départ, j'embarque sur l'Internet puis je regarde sur le pays, apprendre les choses, à quoi faire puis à pas faire dans ce pays-là pour que je connaisse des lois. Je veux vraiment pas que la même chose arrive à moi ou à autre personne.